Dans cet atelier qui va traiter d'un sujet assez technique, à savoir les mécanismes de partenariat public-privé. Et j'ai l'honneur d'accueillir dans cette salle, en commençant par le fond, Monsieur Slim Zral, DG de Altea Packaging, ATUG1, une personne très active dans le milieu associatif, membre de l'IACE, membre aussi de la Connect. Pas fondateur pour l'IACE. Hein? C'était écrit. D'accord. Et donc, aussi avec une expérience qui était auparavant dans la gestion des utilities en France, notamment. Ensuite, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Aminata Niane, conseillère spéciale auprès du VP infrastructure secteur privé à la BAD, Banque africaine de développement. J'ai l'honneur particulièrement d'accueillir donc Madame Niane qui est en Tunisie depuis peu de temps et en fait qui a eu une expérience notamment au Sénégal pour monter la cellule en fait d'aide à l'investissement public et privé. Ensuite, nous avons Maître Maya Bourarda qui est avocate spécialiste dans les PPP, qui m'aide depuis quelques temps en fait à travailler sur le sujet et avec qui j'ai le plaisir d'animer cet atelier. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Madame Asma Shiri Labidi, qui est conseillère juridique et de la législation auprès de la présidence du gouvernement. Et enfin, Monsieur Atif Masmoudi, qui est directeur chargé des PPP au ministère des Finances. Alors, le sujet, je vais commencer dans un premier temps de vous parler du choix du sujet. Notre thème du forum de cette année, c'est d'une manière générale l'administration et les services publics. Et nous avons choisi ce sujet parce que les PPP est un outil de mise en œuvre des politiques publiques, notamment sur des projets d'investissement. Mais c'est aussi intrinsèquement, la mise en place des PPP est un exemple des enjeux qu'on peut avoir dans la mise en place des politiques publiques. Et au-delà de ça, en fait, l'ATUG, d'une manière générale, a démarré depuis quelque temps un groupe de travail public-privé qui vise à rapprocher les deux communautés, à éliminer les clichés que la communauté du public peut avoir sur les gens du privé et vice-versa. Et cette démarche-là, en fait, a commencé déjà par le choix du thème du forum de cette année, par aussi le rapprochement avec nos amis de l'Association tunisienne des contrôleurs publics, avec qui nous avons monté ce programme de conférence. Et aussi, nous avons eu l'occasion, il y a quelques mois, d'organiser un dîner-débat sur les PPP et plus particulièrement, on s'est penché sur le cadre réglementaire et sur un projet de loi visant à promouvoir les PPP. Donc sans tarder, déjà je vous présente le programme de l'atelier pour que vous ayez une bonne visibilité sur ce qu'on va se dire. Nous allons commencer par une introduction générale sur les PPP. Ensuite, on passera en revue le cadre réglementaire des PPP en Tunisie. Nous allons tenter de faire un retour sur l'expérience tunisienne et sur certaines expériences internationales, notamment celle du Sénégal. Et par-delà, on identifiera les facteurs clés de succès et les risques associés à l'utilisation de ces mécanismes de financement. Nous vous donnerons l'accès à poser des questions en fait, sur cette partie-là. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'atelier, nous parlerons des actions en cours au niveau de l'État et des chantiers à prévoir pour assurer
un recours pertinent, rapide et efficace à cet instrument. Voilà, sans tarder, je donne la parole à Maya pour commencer sur la définition des PPP. Alors, je vais essayer d'être brève en fait pour ne pas monopoliser la parole parce qu'on a un très beau panel, donc je suis sûre que vous avez également beaucoup de questions à leur poser. Avant en fait de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire quelques petites précisions parce que beaucoup de gens parlent de PPP. Le PPP c'est très à la mode, on en sert partout du PPP. Mais qu'est-ce que c'est vraiment en fait un PPP ? Alors effectivement, au sens large du terme, un PPP c'est toutes les formes de collaboration en fait entre le public et le privé. Mais au sens plus restreint du terme, en fait, c'est aussi les projets de collaboration qui sont mis en œuvre en fait de façon contractuelle entre l'État et le privé. Alors on va essayer un petit peu en plus d'affiner cette définition pour voir vraiment qu'est-ce que c'est le PPP. Est-ce que vraiment ça va être la formule miracle en fait qui va permettre en fait le développement des régions, et quels sont en fait les risques un peu de ces instruments contractuels, et quels sont les préalables surtout à mettre en œuvre pour pouvoir réussir l'utilisation de cet instrument. Alors, effectivement, donc on a un concept qui est au sens large et au sens restreint. Amine, tu peux pas. Donc, juste en fait, voilà, on a essayé en fait de trouver une définition qui était un petit peu plus affinée pour savoir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette formule des PPP. Et ce que je voudrais aussi souligner, c'est que on a eu cette année un projet de loi sur les PPP. Ça, c'est effectivement sur le contrat de partenariat, mais les PPP, quand on en parle au sens large, c'est à la fois les concessions, c'est les PPP. Je veux dire, il y a plusieurs techniques en fait. Donc, du fait qu'il y a plusieurs techniques, il faut savoir aussi quoi choisir. Et c'est ce choix en fait, je pense, qui est encore plus important que la technique en elle-même. Alors, le PPP, où se situe en fait le PPP ? Le PPP, c'est surtout pas une privatisation. Ça, parfois, en fait, beaucoup de gens, il y a une confusion en fait chez beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait le PPP, c'est quasiment, voilà, on va privatiser le pays, on va vendre le pays. Le PPP, c'est pas une privatisation. Le PPP, c'est une modalité effectivement de collaboration entre le privé et le public, qui est un peu plus profonde, je dirais, que le marché public, mais qui est à la limite plus proche du marché public que la privatisation, qui est à l'autre bout en fait des flèches. Alors, qu'est-ce qui est PPisable, je dirais ? Quels sont les secteurs en fait où on a trouvé des PPP ? Presque tout, l'énergie, l'électricité, le traitement des eaux, l'enseignement, l'école, l'université, hôpitaux, autoroutes, ferroviaires, prisons, justice, technologie de l'information, logements sociaux. Je pourrais continuer la liste en fait. Et quand vous regardez cette liste, vous voyez d'ailleurs que c'est des domaines en fait où il y a des besoins énormes en Tunisie. Donc peut-être qu'effectivement le développement des PPP en Tunisie pourrait répondre en fait à des besoins drastiques en termes d'énergie, en termes d'école, en termes de... Donc on va voir justement quels sont en fait le PPP, on le connaît en Tunisie depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on veut en faire en fait, et comment en fait on se prépare pour faire ces PPP. Et je reviens juste sur un point. Donc, est-ce que on va regarder un projet qu'on va essayer de développer? Est-ce qu'il est vraiment PPisable d'abord? Est-ce que les contraintes budgétaires en fait de l'État permettent de développer ce projet, et de quelle façon? Je pense qu'on va s'arrêter aussi dans le cadre de cette table ronde sur en fait la nécessité de l'évaluation préalable, et de voir en fait comment il faut se préparer et quel choix en fait pour un meilleur financement et un meilleur développement du projet. Donc je vais rapidement passer la parole à Madame Aminata Niane pour nous parler un petit peu effectivement de l'expérience sénégalaise sur ce point, et également en fait de la vision d'un bailleur de fonds. Pourquoi choisir un PPP ?
Oui, mais elle est aussi avec moi en fait. Mais donc, juste pour, reformuler une des dernières phrases, parce que j'ai senti que en fait, certaines personnes commençaient un peu à se poser. Il y avait des points d'interrogation en fait. Donc, avant de parler sur je dirais, je pense qu'on peut s'attarder sur le pourquoi des PPP et avant tout de rappeler donc à la salle que les PPP, donc si je résume bien en fait, c'est un contrat qui existe entre l'entité publique et l'entité privée avec des modalités pour faire un projet, pour faire une réalisation en fait. Et les modalités il peut y avoir plusieurs modalités de contrat, mais justement, le sujet dont on va parler, c'est un contrat, un outil qui permet à l'entité publique de réaliser un projet en s'appuyant sur des compétences privées. Et je pense que justement, une des questions sur lesquelles en fait on avait besoin on voulait avoir l'avis de Madame Niane, c'est sur le pourquoi en tant que bailleur de fonds. Parce qu'on peut comprendre le pourquoi du côté public, de vouloir aller plus vite dans les infrastructures, le pourquoi du privé qui s'intéresse au marché et qui veut contribuer. Et Madame Niane, est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter de plus en fait sur le pourquoi, l'intérêt du recours au PPP? Très bien. Je voudrais tout d'abord dire que je me réjouis d'être de là et de participer à cette table ronde, qui est ma première sortie publique en Tunisie. Et je suis heureuse de le faire dans un domaine qui me passionne particulièrement. Alors les PPP, effectivement, c'est comme ça a été défini. Ce que je peux rajouter, c'est que c'est un contrat à très long terme. C'est un engagement à long terme où les deux parties ont un intérêt commun à réaliser une infrastructure publique ou d'autres formes d'infrastructures, je veux dire au sens large, et prennent l'engagement de partager les responsabilités et les risques. Alors pourquoi avant de parler des bailleurs de fonds, je pense qu'il est important de s'arrêter sur pourquoi un gouvernement, une entité publique, ça peut être une municipalité aussi, parce que les municipalités ont beaucoup recours au PPP, une agence publique veuille faire recours au secteur privé. Je pense qu'il est aujourd'hui largement reconnu qu'il y a une pression de la demande sociale, une pression sur les budgets des États dans tous les secteurs, quel que soit le niveau de développement des pays. Si je prends l'exemple des infrastructures, les chiffres sur l'Afrique sont effarants. On a besoin de 100 milliards de dollars d'investissement par an dans les infrastructures en Afrique. Il n'y a que la moitié qui est disponible par les sources de financement classiques, publiques, budget des États, aide multilatérale, aide bilatérale, confondues. Donc comment trouver des sources de financement alternatives? Ne serait-ce que pour cette raison, l'Afrique a besoin de faire des PPP. Donc les gouvernements africains commencent à prendre conscience de la nécessité de diversifier les sources. Et une des sources qui est là, prête à le faire, c'est le secteur privé. Et qui non seulement peut participer au financement, mais participer à la gestion, participer à la maintenance et faire valoir ses capacités, ce qu'elle sait mieux faire que les États. Donc, pour le gouvernement et pour le secteur privé, c'est une nécessité. Et le secteur privé, bien sûr, a besoin de se développer dans des secteurs qui vont au-delà des secteurs classiques dans lesquels on les avait cantonnés. Pour ce qui est des bailleurs de fonds, je pense que les bailleurs de fonds sont des témoins, des arbitres, des facilitateurs. Ils ne vont pas imposer une doctrine ou un choix à des gouvernements. Mais l'expérience prouve que chaque fois qu'un gouvernement a voulu aller dans les PPP, ils ont applaudi des quatre mains. Ils ont facilité. Ils ont facilité aussi bien du côté du public que du côté du privé. On pourra y revenir tout à l'heure avec beaucoup plus de détails. Qu'est-ce que vous, juste pour
Justement sur ce point-là, qu'est-ce que vous répondez en fait aux gens qui vous disent oui, mais les PPP, je vais vous poser une question un peu délicate, hein, mais les PPP, il y a un manque de transparence, c'est un habillage budgétaire. Alors, je pense qu'une des issues, comme on dit, une des questions les plus sensibles, effectivement, dans la mise en œuvre des PPP, c'est la bonne gouvernance. C'est la question de la gouvernance et de la transparence. Pour plusieurs raisons. Pour des raisons d'abord évidentes, que même si c'est un marché public, je pense que la gouvernance, la bonne gouvernance et la transparence doit être le soubassement de tout. Mais a fortiori pour un PPP, vous l'avez défini tout à l'heure, c'est un contrat à très long terme. Des contrats PPP peuvent aller jusqu'à 30 ans. Il est dans l'intérêt de la partie publique, aussi bien que la partie privée, que ces contrats soient ficelés dans un cadre absolument transparent. Pour une simple raison qu'on est dans un environnement maintenant presque de démocratie partout. Tous les 5 ans, 10 ans, un gouvernement change. Et donc des contrats aussi importants, sur une durée aussi longue, sont audités, sont regardés, sont scrutés. Et malheureusement, j'ai les statistiques d'il y a quelques années, 80% des contrats PPP étaient remis en cause ou rompus après des changements de gouvernement. Donc seuls les contrats qui ont été ficelés de la façon la plus transparente possible ont pu survivre sur une longue période. Donc la question de la gouvernance et de la transparence est extrêmement importante. Et d'ailleurs, elle fait partie des questions clés qui sont intégrées dans les lois PPP et dans les lois de politique PPP pour que justement on ait les outils, les mécanismes, le cadre institutionnel pour pouvoir garantir cette transparence-là. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, une des et d'ailleurs, vous avez ouvert, oui. Vous avez ouvert aussi, forcément, vous avez fait d'une manière très élégante en fait la transition justement vers le cadre réglementaire qui existe en Tunisie. Comment est-ce qu'en Tunisie on peut garantir en fait que de tels contrats soient négociés et signés d'une manière à ce qu'ils restent pendant les 30 ans, justement, et qu'ils produisent ce qu'ils sont censés faire. Enfin, pardonnez-moi, je vous ai coupé la parole, mais si vous avez... D'accord. On va y revenir. On va y revenir, alors. Très bien. Alors, probablement, avant de commencer à parler du cadre législatif proprement dit, je reprendrai quelques idées qui ont été avancées par Madame Niane sur la distinction entre les contrats de partenariat public-privé, les contrats de concession, étant donné qu'il s'agit là des deux formes contractuelles de partenariat public-privé les plus connues, les plus utilisées, les comparer au marché public, comme ça, ça facilite pour nos auditeurs de bien comprendre les mécanismes de ces deux types de contrats de partenariat. Alors, les critères les plus importants qui permettent de distinguer les contrats partenariat public-privé, les contrats de concession des marchés publics, c'est essentiellement au niveau de l'objet du contrat. Tout d'abord, étant donné que pour ces deux types de contrats, concession ou bien partenariat public-privé, il s'agit toujours d'un contrat multifonctionnel, c'est-à-dire il porte sur un ensemble de phases qui vont de la conception du projet au financement, à la réalisation, à l'exploitation, la gestion des ouvrages réalisés, contrairement aux marchés publics qui sont toujours des contrats monofonctionnels qui portent uniquement sur des phases bien déterminées. C'est d'ailleurs une interdiction au niveau de la législation des marchés publics de regrouper plusieurs tâches dans un même contrat. Deuxième critère de distinction, c'est la durée. Comme l'a dit Madame Niane, les contrats de partenariat sont toujours de longue durée. Ils portent toujours sur 20, 30 ans, contrairement aux marchés publics dont la durée porte ou bien il est limité à la durée nécessaire pour l'exécution des tâches objets du contrat.
Troisième critère important de distinction, c'est le financement. Alors pour les marchés publics, le financement vient directement du budget de l'État. Contrairement aux concessions et partenariats publics-privés, il a un élément très important. Le financement est fait complètement par le secteur privé. Et d'où la nécessité de ce genre de contrat pour le budget de l'État, pour la personne publique. Troisième critère très important, c'est le partage des risques. Alors, vous savez, au niveau des marchés publics, les risques supportés par le partenaire privé se limitent aux risques de construction. Donc, il est tenu par la bonne exécution du marché, conformément au cahier de charges et au contrat. Alors que pour les contrats de concession, essentiellement pour aussi les contrats de partenariat, le privé avec la personne publique, alors il supporte le risque de construction, le privé il supporte le risque de construction, le risque de performance, et pour les concessions, il y a aussi le risque de trafic ou bien donc de la demande. Par exemple, pour une autoroute, c'est géré en mode de concession. Il y a la phase trafic ou bien l'élément trafic qui est pris en considération, supporté par le privé, et d'ailleurs il est pris en considération dans le prix du contrat. Revenons donc à la question bien précise du cadre réglementaire tunisien relatif au partenariat public-privé. Comme je l'ai dit, donc il s'agit, quand on parle de partenariat, on parle aussi bien des concessions que des contrats de partenariat dans le sens strict. Alors pour les concessions, cette pratique, elle date de l'époque des ans coloniales. C'est une tradition très ancienne en Tunisie qui existe dans plusieurs secteurs. C'est pour cela que cette technique contractuelle a été au départ réglementée par des textes sectoriels qui ont touché essentiellement le domaine, l'exploitation du domaine public maritime, les ports en ce qui concerne la réalisation et l'exploitation des terminaux, le domaine public forestier essentiellement pour les projets touristiques, écologiques, pour les parcs urbains, pour tout ce qui est pour la réalisation des aéroports, pour la production de l'électricité, etc. Donc au départ c'était un cadre sectoriel, donc il n'y avait pas un cadre général. Cet ensemble, ces textes sectoriels ont été complétés par une loi globale en 2008, c'est la loi 2008-23, qui a en fait mis en place les principes généraux à adopter, à respecter pour la conclusion de tout contrat de concession. Il s'agit essentiellement du principe de l'appel à la concurrence, et tout ça pour assurer une transparence dans la préparation, la passation de ce genre de contrat. L'équilibre financier du contrat est là pour prendre en considération l'aspect partage de risque entre les parties, la nécessité que ce partage de risque soit assuré par un équilibre financier du contrat qui doit être tout le temps respecté par les deux parties. Et puis, il y a un traitement spécial pour les offres spontanées afin de promouvoir les idées porteuses avancées par le secteur privé. Ça, côté concession. Actuellement, l'administration est en train de réviser les textes d'application de la loi de 2008 afin d'instaurer beaucoup plus de transparence, de souplesse au niveau de certaines procédures, essentiellement pour faciliter la réalisation des concessions de petite taille, surtout au niveau régional, de la nécessité d'introduire des procédures simplifiées pour justement ce type de concession, et en plus renforcer le contrôle afin d'assurer un suivi permanent, régulier de la réalisation et de ce genre de contrat, et surtout le respect des obligations des deux parties. Voilà, avec comme je viens de le dire, une simplification de procédure et une bonne gouvernance au niveau de la passation et de la préparation de ces contrats. Alors, c'est à côté concession. À côté des contrats de concession, il y a les contrats de partenariat public-privé. Parce que, comme je viens de le dire, les concessions ont la spécificité de répondre aux besoins de l'administration, d'accorder les projets
qui comportent une composante gestion du service public dans leur réalisation. Donc, quand on parle de concession, il s'agit inévitablement d'une tâche ou bien d'une mission de gestion du service public qui peut être accompagnée par d'autres missions de construction, d'édification d'équipements, de bâtiments nécessaires à la gestion de service public. C'est à cause de ça que cet instrument il était approprié pour la réalisation des projets financés par les usagers, mais il s'est avéré inapproprié pour les investissements qui ne sont pas en fait financés par les usagers, mais en fait financés par les personnes publiques, d'où la nécessité d'un cadre particulier pour les contrats de partenariat public-privé. Alors, ce chantier a été, l'administration l'a commencé depuis 2012 et ça a été finalisé vers la fin de l'année 2012. Il s'agit d'un projet de loi sur le contrat de partenariat public-privé qui repose sur essentiellement les principes de la transparence, tout comme pour les contrats de concession, l'égalité des chances et le respect des règles d'indépendance et d'impartialité. Deuxième aspect important au niveau de ce projet de loi, c'est, comme pour les concessions, accorder un traitement spécial pour les offres spontanées et tout ça pour favoriser les initiatives qui viennent du secteur privé. Un autre élément très important au niveau de ce projet de loi, c'est les garanties accordées pour le secteur privé et les garanties accordées pour les bailleurs de fonds qui vont financer ce genre de projet. Pour le secteur privé, il s'agit essentiellement, d'accorder un droit réel pour le secteur privé sur les immobilisations réalisées dans le cadre de ce contrat, le partage des risques entre la personne publique et la personne privée et la possibilité d'instaurer un rééquilibrage du contrat. Côté bailleur de fonds, il s'agit d'accorder un droit de cession, de nantissement des créances avec une possibilité de passer à la subrogation du partenaire privé en cas de manquement grave à ses obligations. Voilà, ça, d'une façon générale, l'aspect réglementaire et les principes généraux qui existent au niveau du cadre réglementaire tunisien. J'ajouterai que ce projet de loi relatif au partenariat public-privé qui a été finalisé vers le mois d'octobre 2012, il a été soumis au pouvoir législatif. On attend son adoption avec impatience. Nos administrations publiques, vous, secteur privé, certainement. Donc, on espère que ça passe le plus tôt possible, mais entre-temps, on ne s'est pas arrêté à ce stade, mais il y a beaucoup d'autres chantiers qui sont en cours, qu'on aura la possibilité de le voir tout à l'heure. Merci. Justement, en fait, si on veut mettre des exemples concrets qui ont été le fruit un peu de ce cadre réglementaire, de quoi peut-on parler en fait? Notamment, je laisse la parole peut-être en premier lieu à Siataf Masmoudi, mais ensuite je fais appel à tous nos panélistes et Maya pour parler, justement pour un peu faire un retour sur l'expérience tunisienne, éventuellement comparer, citer quelques exemples, quelques références internationales et surtout en fait définir, arriver aux facteurs clés de succès de ces montages-là et aussi aux risques associés. Donc, bonjour à tous, je me présente Masmoudi Aat, je suis chargé des PPP au ministère des Finances. Je peux vous parler des facteurs de succès des PPP. Un petit retour sur l'expérience. Voilà. Bon. Si on peut mettre du concret en fait. D'accord. Pour l'audience en fait, aujourd'hui des projets de concession. Qu'est-ce qu'on peut citer comme référence? Voilà. D'accord. Bon, on peut citer l'exemple, la première opération d'envergure concernant les grands projets en PPP, c'est le centrale électrique de RATS 2 qui a été réalisé
en 1999. Le contrat a été élaboré. Bon, c'était sous la forme d'un BOO, Build, Own, Operate. Le projet il est en cours d'exploitation maintenant. Bon, peut-être que à ce temps-là, on manque de savoir-faire pour un bouclage d'une telle opération. C'est pourquoi, d'après quelques analyses, on peut estimer que ce projet n'a pas été une réussite, vu que dans la phase du partage des risques entre le secteur public et le secteur privé, on a supporté des risques au-delà de ce qu'on peut gérer, à savoir par exemple dans ce cas exactement, c'est le risque de change. On a opté pour une rémunération de l'opérateur privé par la manière de cost and fee, c'est-à-dire qu'on calcule l'ensemble de ses charges plus une marge bénéficiaire, ce qui a conduit l'opérateur public à supporter le risque de change, puisque l'opérateur s'est fait financer par des crédits en devises. La deuxième expérience, peut-être que c'est l'aéroport d'Enfida, qui quant à lui, c'est plus récent. L'opération, la mise en service de ce projet a été en 2009. Bon, c'est vrai que malheureusement, avec le contexte général du pays, c'était d'ailleurs une opération en BOT, c'est-à-dire Build, Operate, Build, Own and Transfer. Donc, l'opérateur a eu quelques difficultés concernant le trafic, c'est-à-dire que les estimations de trafic n'ont pas été réalisées, ce qui a provoqué des difficultés financières pour l'opérateur, et ce qui a conduit à la révision des redevances que l'opérateur doit payer. En conclusion, on peut dire que je ne parle pas des petites concessions qui sont régies par les réglementations sectorielles. Bon, sinon, on peut citer des centaines d'opérations concernant les concessions du domaine public maritime, les concessions du domaine forestier. Il y a beaucoup de textes sectoriels, les parcs urbains, le transport urbain. Tout cela, et avec un petit retour d'expérience, on peut parler peut-être des facteurs de succès des PPP. Donc, est-ce que vous pouvez passer Avant de parler des facteurs clés, on va peut-être s'arrêter encore un petit moment, en fait, justement, sur cette expérience et de voir, en fait, si vraiment, quelle est l'analyse, en fait, qui a été faite de ces concessions. Vous nous avez parlé du risque de change. Est-ce que, en fait, au-delà de l'aspect strictement financier, il y a eu une analyse globale, parce qu'on peut effectivement analyser l'aspect financier qui peut-être est dû aussi à d'autres raisons, mais est-ce qu'il y a également eu une analyse qualitative en fait de ce projet versus un projet qui aurait été développé en marché public? Je voudrais également donner, pour boucler un petit peu le premier round en fait de table ronde, donner également la parole au secteur privé pour voir un petit peu quelle est en fait la vision du secteur privé justement qui est associé à ces projets et quelle lecture en fait a le secteur privé par rapport à ces retours d'expérience. Alors, mon premier commentaire, c'est que peut-être que ce panel manque de contradictions. On est presque tous, je dirais, amateurs de PPP autour de cette table. Il aurait été bien d'avoir des gens très contre. Comme ça, ça aurait été peut-être plus animé. Mais on va quand même essayer peut-être de voir les pour et les contre. Et surtout, dans la salle, n'hésitez pas. Si vous êtes contre, ça sera bien parce que ça va animer le débat. Pour ma part, je suis plutôt en faveur des PPP parce que je considère que sur un plan économique, déjà, il y a peut-être un problème philosophique lié au PPP qu'il faut aborder. Il y a certains dogmes qui rejetteraient totalement les PPP. Ces dogmes, en tout cas à la période historique que nous vivons aujourd'hui, me semblent plus être tellement d'actualité. Si on reprend les économistes dont on parle aujourd'hui, moi j'aimerais dire que les PPP s'insèrent peut-être bien dans un contexte qui est celui de la destruction créatrice de Schumpeter.
Donc destruction créatrice, pourquoi? Parce que les PPP consacrent la destruction des monopoles. Et quelque part, détruire les monopoles, je trouve ça très positif, en tout cas en tant que consommateur, cette fois, pas en tant que secteur privé. Mais en tant que consommateur, avoir le choix, c'est bien. Et avoir de la concurrence, ça améliore le service, ça baisse les prix. A priori, c'est des choses qu'on voit en principe tous les jours. Alors, détruire les monopoles ne veut pas dire qu'il faut aller vers des oligopoles. Il faut vraiment détruire les monopoles et améliorer le service aux consommateurs. Et je pense que les PPP peuvent contribuer à le faire. Les PPP peuvent aussi contribuer à accélérer un cercle positif d'investissement dans les États. Alors, effectivement, si on est contre, on va pouvoir dire que les PPP peuvent conduire à des augmentations de prix. Ça a été constaté dans certains pays d'Amérique latine. Mais pourquoi? Ça a conduit à des augmentations de prix parce que le politique n'a pas voulu prendre le risque, en tout cas pendant une longue période, il n'a pas fait d'investissement. À un moment ou à un autre, il faut faire des investissements. Eh bien, on a mal géré peut-être un passage vers du PPP en faisant un passage PPP et tout de suite des investissements dans le secteur. Ces investissements, il faut bien que quelqu'un les paye. Et ça a été le consommateur, ça a conduit immédiatement à des augmentations de prix. Je pense notamment à des situations qui ont eu lieu en Argentine dans le traitement de l'eau et de l'assainissement, et les gens ont très mal supporté. Et le politique a ensuite dit « Ah oui, mais ça c'est l'opérateur privé ». Donc là, je pense que c'est un très mauvais exemple qu'il ne faut surtout pas appliquer. Ça tue totalement l'approche PPP parce qu'il n'y a pas eu le courage politique de dire « Oui, pendant 20 ou 30 ans, on n'a pas investi ». Est-ce qu'on sait aujourd'hui que chez nous, des institutions comme l'ONAS ou la SONED aujourd'hui arrivent à payer par les redevances qu'elles récupèrent, arrivent à payer leur budget de fonctionnement, elles ne sont pas capables d'investir. Donc il y a une problématique de prix. À un moment, si ce n'est pas le consommateur qui paie, c'est le budget de l'État qui paie, etc., etc. Si on ne va pas vers la vérité des prix, il y a un problème. Aujourd'hui, si on prend le secteur de l'électricité, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Atef sur son évaluation de l'IPP de l'ADES, parce que je pense qu'en termes de gestion de cette unité, en termes de technologie utilisée pour cette entité, etc., il y a eu certainement beaucoup de progrès, mais aujourd'hui, avec un prix de l'électricité qui est subventionné, il sera très difficile pour des privés de produire de l'électricité de manière compétitive. Donc il y a une problématique de cadre aussi, avec tout ce que l'on sait sur les subventions, sur les services qui sont rendus. Et aujourd'hui, effectivement, on subventionne peut-être à tort et à travers des choses, d'ailleurs, qui souvent, enfin en tout cas on le voit de plus en plus, sortent de nos frontières. Donc on est en train de subventionner des services ou des produits qui ne sont pas consommés en Tunisie. Donc voilà un petit peu pour quelques thématiques autour des PPP. Alors il peut y avoir aussi une thématique liée à l'emploi, parce que aller vers de la gestion déléguée, etc., pour des raisons, j'ai envie de dire malheureusement ou heureusement, d'efficience de service, le privé risque d'opérer avec moins de monde. Est-ce que ça veut dire qu'on détruit des emplois ? Je ne suis pas certain, là encore, parce que lorsqu'on nous annonce royalement l'année dernière que l'État a embauché 30 000 personnes, je pense que ce n'est pas de l'emploi pérenne. C'est un emploi qui aggrave le déficit public contre pas grand-chose en termes, je dirais, de production ou nationale, et en tout cas présente un réel danger pour l'avenir des finances publiques. Donc aller vers le juste emploi est le meilleur moyen de pérenniser l'emploi. Faire du sureffectif à la soviétique ne servira pas du tout l'économie d'un pays. En revanche, si on va vers des PPP, si on a des opérateurs qui deviennent performants avec des compétences nationales, eh bien ces gens-là peuvent aller après proposer ces mêmes services dans des pays voisins. Et là, on crée de l'emploi, parce qu'on aura développé une compétence, on aura mis le cadre qu'il faut pour exporter ces compétences. Donc c'est un réel intérêt. J'ai envie de dire que les PPP sont un petit peu ce qu'on en fera. Aujourd'hui, il est important de décider politiquement comment on va les gérer, de mettre le bon cadre législatif qui évitera tous les démons du passé, je dirais, de tout ce qui a entaché les PPP qu'on a pu faire d'images, de corruption, de choses comme ça. Donc ça, il faut arriver à le dépasser. Il faut mettre un cadre absolument transparent pour que les choses se passent bien,
Mais j'ai envie de vous parler d'un exemple que j'ai personnellement vécu en Australie, qui a été un PPP fait par la ville d'Adélaïde. Adélaïde, c'est la capitale de l'Australie du Sud. L'Australie est un État fédéral. Lorsque Adélaïde a perdu la Formule 1 au profit de Melbourne, elle s'est posé la question comment je me repositionne, comment je repositionne mon économie. Et un cabinet de consultants américains leur a dit faites du PPP, prenez un secteur. Ils ont choisi le secteur de l'eau et de l'assainissement. J'ai eu l'occasion de travailler sur ce projet. Ce que je peux vous dire, c'est que la préparation de l'offre a coûté 8 millions de dollars. Donc c'est 8 millions de dollars d'intelligence qui a été remise à l'État d'Australie du Sud. Et le projet comportait des demandes fortes en termes de développement des exportations. Il y avait une contrainte de développer les exportations pour l'Australie du Sud pour 650 millions de dollars, pénalité contractuelle à la clé. Il y avait des contraintes autour de la recherche et développement. Il fallait dépenser 50 millions de dollars de recherche et développement, pénalité à la clé. Et là encore, la charge incombant à l'opérateur qui a obtenu finalement le contrat. Donc tout cela, si on fait des PPP intelligents, on peut développer tout un écosystème autour du projet que l'on fera, qu'il soit concession ou autre. Si on avait fait du bon PPP dans les technologies de l'information, pour être clair, autour de Tunisie Télécom, par exemple, on aurait développé un écosystème des technologies de l'information sans doute plus performant, qui aurait, par ricochet, développé un autre secteur qui est celui du capital investissement ou du capital risque dans le pays. Aujourd'hui, tout le monde se plaint du financement des startups qui n'existent pas, etc. Mais mettez-vous du côté des financeurs, ils ont parfaitement raison. Aujourd'hui, ils font du capital développement. Ils investissent dans des entreprises qui ont déjà montré qu'elles savaient tourner. Ils ne prennent pas de risques pour faire du véritable venture capital, du seed capital. Ils n'en font pas, ou très peu, parce qu'ils prennent moins de risques, parce qu'ils n'ont pas de sortie possible où ils vont pouvoir faire de l'argent. Parce qu'in fine, toute entreprise privée a comme vocation, pour être pérenne, de gagner de l'argent. Si elle ne gagne pas de l'argent, elle périclite. Je vais m'arrêter là, je pense qu'on aura le temps d'en redébattre. Justement, en parlant d'expérience à l'international, est-ce que Madame Niane, vous pouvez nous dire deux mots en fait, de l'expérience que vous avez vécue et menée en fait, au Sénégal? Oui, le Sénégal a mené plusieurs formes, plusieurs modèles de PPP. Elle a commencé par des concessions. La première, et qui est aussi souvent citée en exemple, c'est la concession de l'eau, au moment où la gestion était purement publique et que l'accès était difficile pour un grand nombre de populations. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de cette concession. Et puis on est arrivé en 2000 avec une nouvelle vision et une très forte volonté politique de faire des PPP dans le domaine des infrastructures et utilities, c'est-à-dire dans le domaine de l'énergie aussi. Donc infrastructures de transport, autoroutes, ports, aéroports, voilà, et dans l'énergie. Donc il y avait une loi qui définissait l'implication du secteur privé dans l'énergie, on les appelle les IPP, et donc il y avait un besoin de mettre en œuvre rapidement des projets dans le secteur des transports, infrastructures, routes, aéroports, et la décision politique était de faire des BOT. Donc c'est pour ça qu'il a fallu, tout en préparant le projet, préparer le cadre réglementaire, préparer la loi, ses décrets d'application, préparer le cadre institutionnel et essayer d'anticiper sur toutes les questions qui se posaient à nous et qu'on avait un peu tiré de l'expérience internationale, notamment la question de la bonne gouvernance, de la transparence de ces transactions, comment sécuriser à long terme ces projets, comment bien adresser le risque politique notamment. Et l'exemple de projet que je peux vous donner à ce stade, c'est le projet d'autoroute, puisque c'est vraiment le projet qu'on peut peut-être qualifier de PPP parfait, quoi. Parce qu'il y a de l'investissement public à côté d'un investissement privé, et ensuite toute la gestion maintenant de l'infrastructure confiée à cet investisseur privé sur la période de 30 ans.
Alors, c'était un projet assez complexe parce que c'était une autoroute urbaine. Je ne sais pas si vous voyez un peu la configuration du Sénégal et de Dakar, qui est la pointe la plus occidentale dans l'Atlantique, qui fait face aux États-Unis. Dakar, la capitale du Sénégal, est une presqu'île. C'est-à-dire qu'elle est entourée de l'Atlantique des 3 côtés. Et 80% de l'activité économique et 25% de la population du pays est concentrée à Dakar. Et quand je dis concentrée à Dakar, et même dans Dakar, c'est dans un mouchoir de poche, au centre de la ville, qu'est concentré le gouvernement, les administrations, les hôpitaux, les commerces, les banques, services financiers et le port et l'aéroport. Donc ça veut dire des problèmes de mobilité qui étaient extrêmement tendus, pointus, et qui s'aggravaient d'année en année. Donc il y avait des problèmes de trafic, une situation très tendue, avec une seule route qui entrait et qui sortait de Dakar pour alimenter le reste du pays. Et le trafic était à 100 000 véhicules par jour. Là où il faut faire une autoroute à partir de 10 000 véhicules par jour. Ensuite, dès qu'on sort du centre de la ville est entourée d'une banlieue très fortement densée, jusqu'à 200 000 habitants au kilomètre carré. Donc il fallait faire une route qui traverse cette banlieue, donc délocaliser 50 000 personnes. Donc voilà ce qu'était cette problématique. Donc les réflexions et les études, il y a eu à peu près une trentaine d'études qui ont été réalisées, dont beaucoup ont d'ailleurs été réalisées par des cabinets tunisiens, au plan technique, au plan économique, au plan social, environnemental, financier, pour dire comment l'État va gérer la réalisation de cette autoroute. Donc c'était pas une réflexion a priori sur est-ce qu'on fait un PPP ou un marché public, parce que de toute façon, on n'avait pas assez de ressources publiques pour réaliser l'infrastructure, parce que c'est une infrastructure qui devait avoir un grand nombre d'ouvrages d'art, parce que c'est une route urbaine. Donc le coût déjà était beaucoup plus élevé que le coût d'une route normale. Et les ressources publiques ne pouvaient pas déjà soutenir la réalisation de cette infrastructure par rapport à d'autres besoins pressants du pays. Mais puisque l'autoroute traversait les zones très densément peuplées et pauvres et qu'il y avait de la délocalisation, il fallait aussi des ressources publiques pour gérer cet aspect social et environnemental. Donc l'État, avec ses partenaires, a pensé qu'il valait mieux investir ses ressources publiques propres de son budget et des contributions des bailleurs de fonds dans les aspects sociaux et environnementaux et laisser le secteur privé investir sur la route. Puisqu'elle savait, elle saurait mieux le faire et elle serait beaucoup plus motivée à bien la faire puisqu'elle sait qu'elle devra l'entretenir et gagner de l'argent pendant 30 ans. Donc voilà un peu la réflexion qui avait mené à la conception de ce projet. Mais lorsque nous avons réalisé les études financières, donc jusqu'au modèle financier, nous nous sommes rendus compte, contrairement, et d'ailleurs c'était un grand choc pour le gouvernement au plus haut niveau, que le secteur privé ne pouvait pas investir seul sur la route et faire des bénéfices en même temps. Parce que le niveau de trafic qui était attendu, et les projections de trafic, et aussi la contrainte qui lui était imposée de ne pas dépasser un certain niveau de péage, lui imposait donc d'avoir une contribution, une subvention publique. Et lorsque nous avons fait les calculs, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait 60% de subventions publiques pour que le projet soit rentable pour le privé et que le péage ne dépasse pas un certain niveau pour les usagers, parce que 60% des usagers étaient les habitants de la banlieue qui avaient des revenus faibles. Donc voilà la problématique qui donne l'importance de la préparation des projets. Parce qu'il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup d'attentes pensant que le secteur privé viendrait avec ses ressources, finances, et puis se débrouille, et l'État, lui, il fait autre chose. Donc nous, on a dû passer un bon nombre de temps dans la pédagogie, même à expliquer aux autorités que ça ne peut pas se passer comme ça, et qu'il y a des contraintes, et que le secteur privé ne pourra venir qu'à certaines conditions, qu'à certaines sécurités. Et bien sûr, c'est poser les problèmes de transparence, de gouvernance. Est-ce qu'il fallait faire un appel d'offres international ?